de concevoir la réalité comme quelque chose qui est composé d'espace à l'intérieur duquel il y a de la matière qui évolue au cours du temps. Ça n'est plus possible parce que la matière, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est du vide. Plus on zoome dessus, plus on s'aperçoit que c'est du vide et à un moment donné, on ne peut plus zoomer dessus et on a recours aux équations. Et les meilleurs modèles physiques nous montrent que finalement, tout ce qu'on appelle matière se réduit à des vibrations. L'espace non plus n'existe pas, en tout cas pas tel qu'on le perçoit, parce que l'espace, c'est quelque chose qui est troué, c'est quelque chose qui dévie la lumière, alors que normalement, la lumière va en ligne droite. Il n'existe pas d'espace par rapport auquel de véritables espaces qui ne seraient pas troués ou qui ne dévieraient pas la lumière par rapport auquel on peut représenter le premier. Et cet espace perd ses propriétés d'espace à cause de phénomènes de non-localité, c'est-à-dire que deux particules peuvent se trouver à des endroits extrêmement éloignés l'un de l'autre, à des années-lumière, et se comporter comme si elles étaient au même endroit. Et enfin, l'espace est discret, c'est-à-dire que dans l'infiniment petit, en dessous d'une certaine grandeur qu'on appelle la longueur de Planck, il n'y a plus d'espace. C'est-à-dire qu'en dessous de 10 puissance moins 35 mètres, c'est-à-dire 0,0003501 mètres, la notion de distance n'a pas de sens. Alors, c'est ce qui amène beaucoup des physiciens ou des non-physiciens à considérer des théories comme la vision holographique de l'univers ou la théorie selon laquelle notre réalité serait une simulation, un peu comme dans le film de Matrix. Le problème est que ces visions de la réalité ne nous apportent rien finalement. Elles nous apportent simplement l'idée que l'espace, le temps et la matière n'existent pas, mais rien de plus. La théorie de la simulation ne nous dit pas quelle est la nature de la réalité qui fait de nous des objets, des êtres simulés. Le même problème se pose pour ce niveau de réalité qui serait plus vrai que le nôtre, soi-disant. Et donc la meilleure vision aujourd'hui qu'on peut proposer, compte tenu de notre conception du temps, c'est plutôt de considérer donc notre réalité comme une caverne de Platon, effectivement, mais qui se déplace à l'intérieur d'un océan d'énergie. C'est la raison pour laquelle j'ai visualisé ici l'image d'un sous-marin, c'est-à-dire que nous sommes effectivement comme si nous vivions dans une simulation, mais ce n'est pas une simulation, nous sommes vraiment à l'intérieur d'un sous-marin et on navigue aux instruments, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la réalité, on voit simplement ce que nos instruments nous permettent de voir. Alors quelle peut bien être la nature de cet océan d'énergie? Donc là, j'ai résumé par cette représentation donc la théorie que je propose, que j'appelle la théorie de la double causalité, parce qu'elle fait intervenir à la fois des causes initiales et des causes finales, et je la résume en l'associant avec ce qu'on appelle le multivers. Le multivers, qu'est-ce que c'est? Le multivers, c'est l'ensemble de toutes nos possibilités alternatives de vie. C'est-à-dire que si par exemple, depuis ma naissance, j'ai fait très précisément un certain nombre de choses et aujourd'hui je suis en train de faire une conférence, il devrait exister un multivers où j'ai fait exactement les mêmes choses jusqu'à ce matin et ce matin il m'est arrivé quelque chose et aujourd'hui je ne fais pas cette conférence. D'accord? Donc vous imaginez bien les myriades, les myriades d'univers qui seraient nécessaires à l'intérieur du multivers pour prendre en compte toutes nos possibilités de parcours. Et ça, les physiciens ont la preuve que ça existe parce que on a démontré que si on prend par exemple un générateur de nombres aléatoires quantiques, eh bien, on peut décider par exemple d'aller à droite ou d'aller à gauche en fonction du résultat du tirage, et ça crée bel et bien deux univers différents. Enfin, je résume très rapidement. Et donc, si ça le fait à l'aide d'un petit générateur, ça peut également faire pour nous, enfin, vous le comprenez bien, parce qu'on ne voit pas pourquoi on irait de notre libre arbitre. Il ne s'agit pas nécessairement de libre arbitre, il s'agit de possibilités, de choix différents.
alors qu'on accepterait le libre arbitre d'un générateur de nombres aléatoires. Donc, vous voyez mes autres conférences où je dénonce les différentes interprétations du multivers. Alors, je vous propose cette interprétation du multivers-là, qui consiste à dire ce multivers nous appartient. Ce multivers reflète le fait que notre destin est variable, c'est-à-dire que tout est écrit d'avance, nos futurs sont déjà tracés d'avance, mais ils peuvent changer. Il est important de sortir de la vision du temps qui consiste à penser que ce qui va nous arriver est en train de se créer au moment où nous le vivons, d'accord? C'est un peu, alors je prends souvent la métaphore de la forêt dense, qui consiste à dire que, imaginez un disque à l'intérieur duquel vous projetez toute la réalité qui consiste en vous en train de marcher le long d'un sentier. La fausse pensée qui nous anime et qui fait qu'on pense que le temps existe, c'est celle qui reviendrait à dire que les disques de réalité s'empilent au fur et à mesure qu'on avance le long du sentier. Donc vous êtes tous d'accord pour penser que le sentier sur lequel on avance existe déjà et vous n'êtes pas choqués. Et vous seriez choqués si on vous disait non. Ben non, le sentier sur lequel vous marchez n'existe pas encore, parce que à quelques mètres je vois ce qui se passe, mais ce qui est où je ne vois pas encore n'existe pas. C'est comme si nous pensions ça. D'accord? Donc il faut imaginer que notre futur est quelque chose qui est comme le sentier qui existe déjà, et vous n'êtes pas choqué de penser que vous n'êtes pas obligé de prendre ce sentier, mais que vous pourriez en prendre un autre, c'est-à-dire qu'à certains moments il pourrait y avoir des bifurcations, et donc vous ne devez pas être choqué de penser que eh bien, votre futur existe déjà, mais vous pourriez finalement ne pas aller dans cette direction-là et vous fabriquer un autre futur. La question est de savoir quand est-ce que cet autre futur se crée. Eh bien, tout cela, c'est dans la conscience. C'est le rôle de la conscience que de déterminer la destination de votre parcours. Mais il y a deux aspects à cette affaire-là. Il y a le chemin emprunté qui relève effectivement de votre conscience du temps présent, et il y a votre destination qui relève de votre subconscient. Et il y a une certaine logique au fait que notre futur, qui est pourtant connu par notre subconscient, soit caché, parce que tout simplement, nous ne pourrions pas évoluer si nous avions la connaissance de ce futur. Parce que les étapes que nous avons à franchir, qui peuvent passer par de grandes souffrances, ou qui peuvent au contraire passer par des actes de super-héros, eh bien vous n'iriez ni dans un sens ni dans l'autre si vous saviez d'avance que vous allez y aller, tout simplement parce que votre conscience n'est pas encore le niveau d'évolution qui vous permet d'accepter telle souffrance ou d'imaginer que vous pourriez devenir un super-héros. D'accord? Donc il y a cet intérêt au fait que notre futur ne soit caché. Et cette conception des choses, aujourd'hui, elle est travaillée en physique, elle est devenue mainstream, parce qu'il est d'usage aujourd'hui d'introduire la notion de libre arbitre. Alors évidemment, ce n'est pas toutes les équipes de physiciens du monde entier qui s'en occupent. Il y a quelques physiciens, là je vais montrer leurs photos. Enfin, il y a Olivier Costa du Beauregard à gauche qui est le père de la théorie de la double causalité, si on peut dire, et deux illustres physiciens très réputés, Yakir Aharonov et Olgebek Nielsen, qui font des travaux sur la rétrocausalité, c'est-à-dire qui considèrent qu'il peut y avoir une influence du futur sur le présent. Alors comment est-ce que cette idée qu'il pourrait y avoir une influence du futur sur le présent, et en plus d'un futur qui est déterminé par la conscience, pourrait être compatible avec notre vision mécaniste habituelle des choses, qui est le fondement habituel de la science? Voilà la question. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question? Bon. On va faire comme ça. Alors, il faut, voilà, j'irai plus vite après, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. C'est-à-dire que nous sommes tous coincés par notre éducation
dans l'idée que tout est mécanique à cause de notre conception du billard. Qu'est-ce qui fait penser aux physiciens que tout est mécanique? D'abord, le dogme de la science, de la physique, qui s'appelle le déterminisme. On oublie de préciser qu'il s'agit d'un déterminisme temporel. D'où vient ce déterminisme? Vient du fait qu'on s'est aperçu que les objets ont une certaine inertie et que finalement, on peut toujours calculer tout ce qui arrive. Et c'est ce qu'on appelle Laplace, et on connaît le démon de Laplace, qui disait que connaissant la vitesse et la position de tous les objets de l'univers, eh bien, tout ce qui est dans le futur peut en être déduit par un calcul qu'évidemment on est incapable de faire, mais qu'un démon pourrait faire. Et pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce qu'en particulier, durant les interactions, on est capable de parfaitement calculer les trajectoires, les vitesses des particules, qu'elles soient à taille macroscopique ou microscopique, après leur choc, tout simplement parce qu'elles satisfont les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Enfin, ça rappellera à certains des cours peut-être de terminale ou avant. Et donc il n'y a pas de discussion. Donc puisqu'on est capable finalement de tout calculer, et c'est vrai que les physiciens calculent tout, on peut dire que lorsqu'on n'est pas capable de calculer, on utilise des probabilités, mais c'est uniquement par incapacité à calculer, mais l'univers, lui, il sait calculer. Et donc on reste dans l'idée de déterminisme. Et bien en fait, cette idée-là est fausse. Elle est complètement fausse parce que si on fait les calculs, alors peut-être je suis le seul physicien de la planète qui a essayé de faire des calculs de billard suffisamment poussés pour m'apercevoir que tout était faux. C'est basé sur une idée, c'est que au départ, ce qu'on appelle les phénomènes chaotiques, on sait que ce sont des phénomènes qui sont extrêmement sensibles aux conditions initiales, et donc on en tire la notion d'imprévisibilité, et on oublie de considérer que l'imprévisibilité inhérente à tous ces phénomènes chaotiques n'est pas seulement une imprévisibilité, mais elle devient rapidement un indéterminisme total de l'univers par manque d'informations. Et on oublie de préciser qu'il ne s'agit pas seulement des phénomènes chaotiques qui sont concernés, mais de tous les objets animés de l'univers. Alors, je ne vais pas vous donner l'explication, je vous donne simplement le résultat de mes calculs. Le résultat de mes calculs, c'est que lorsqu'on prolonge suffisamment ces calculs, lorsqu'on met suffisamment de boules, on s'aperçoit qu'à un moment donné, eh bien, on peut déterminer les conditions finales du billard. C'est-à-dire que on peut très bien dire, voilà, on choisit les conditions initiales, et si on se donne suffisamment de temps, on peut aussi choisir les conditions finales. Et si on considère une durée suffisante, non seulement on peut choisir les conditions finales, mais on doit également choisir le trajet effectué par la boule pour arriver à ces conditions finales-là. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme on pense. On n'a pas, à cause du fait que l'information dans l'univers des objets est limitée par ce qu'on appelle la longueur de Planck, à cause du fait que d'autres résultats de la physique nous montrent que l'information est une grandeur physique, à cause du fait que toutes les théories aujourd'hui de grande unification de la physique sont confrontées au problème de l'information qui est forcément une grandeur limitée. On est obligé de conclure que 3 dimensions d'espace et donc 4 dimensions pour l'espace-temps, ce n'est pas suffisant, et qu'il faut rajouter 6 dimensions à l'espace-temps. Il faut rajouter 3 dimensions pour déterminer quelle est notre destination, quelle est la destination de toutes les particules de l'univers. Et il faut rajouter 3 autres dimensions pour déterminer par quel chemin vont passer ces particules. Et c'est difficile. Moi je ne le croyais pas. Il a fallu que je fasse des calculs poussés, que je mature longtemps cette affaire. Il m'a fallu des années avant de croire dans cette idée. Mais bon, comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre ça? En fait, il faut arriver à comprendre que notre idée du déterminisme, notre idée de la mécanique est complètement faussée par le fait que la mécanique fonctionne bel et bien, mais seulement pendant un laps de temps. Le déterminisme scientifique, le déterminisme temporel, je précise, est parfaitement justifié, mais seulement pendant un certain laps de temps qui va dépendre de la taille des particules, bien entendu. Pour la trajectoire de la Terre, ça va être
la Terre va être déterministe à l'échelle, mettons, d'1 million d'années. Et pour des particules, le déterminisme cesse immédiatement. Donc ça va dépendre d'un tas de choses, mais le nombre d'interactions au bout duquel une particule comme une particule microscopique ou quantique devient un déterministe, c'est une ou deux. Le nombre d'interactions après lequel un objet comme la Terre ou un astéroïde devient un déterministe, ça va être évidemment beaucoup plus. Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'est le fondement, ça n'avance pas dans le bon sens ici, c'est le fondement donc de la raison pour laquelle aujourd'hui on s'intéresse à un grand mystère qui est celui de qu'on appelle la décohérence en physique. Qu'est-ce que c'est que la décohérence? C'est important pour comprendre cette histoire d'entité. Ça ne se voit pas, mais vous le verrez après. On ne comprend pas pourquoi il faut passer par des concepts aussi complexes pour arriver à comprendre des choses qui paraissent irrationnelles. La décohérence, c'est le mécanisme par lequel un objet quantique, c'est-à-dire un objet qui peut être partout à la fois ou qui a plusieurs trajectoires simultanées, c'est-à-dire qu'il est un petit multivers à lui tout seul, finit par passer dans une réalité unique. D'accord? Il a été démontré que c'était réel. Pendant longtemps après cette démonstration, les gens ont pensé, mais que alors à ce moment-là, vous avez certainement entendu parler du paradoxe de l'observateur en mécanique quantique qui dit que lorsque l'on observe, on détermine l'état de la particule. Et certains vont jusqu'à dire que donc c'est la conscience qui crée la manifestation de la réalité unique. On a longtemps cru que non, ça y est, on a trouvé, c'est la décohérence, c'est-à-dire que c'est le fait que la particule interagisse avec son environnement qui crée donc l'unicité. Sauf que la décohérence n'a jamais résolu le choix. Et ça, c'est très important. C'est très important que le phénomène de décohérence, qui aujourd'hui pourrait même avoir lieu à l'échelle macroscopique, n'a jamais permis le choix d'univers à l'intérieur du multivers. Ça, c'est très important, retenez-le. Et aujourd'hui, une publication très importante, à mon sens, a été faite par un biologiste en association avec un physicien quantique, dans une revue qui n'est pas n'importe laquelle, c'est Annalen Physique, où il est, on ne va pas dire démontré, parce que publication scientifique, c'est pas toujours de la démonstration, il est démontré que c'est bel et bien l'observateur qui engendre le phénomène de décohérence, c'est-à-dire que vous devez comprendre comme étant le phénomène qui transforme une réalité multiple en une réalité unique. Et bien avant cela, notre fameux physicien très illustre Roger Penrose a proposé, il y a déjà au moins, je crois, 2 décennies, une théorie qui a été longtemps controversée, mais qui commence à rentrer, ça y est, ils ont fait un énorme travail, ils commencent à rentrer dans l'acceptable. Ils ont fait un énorme travail avec son collègue Stuart Penrose. Et Penrose nous dit que c'est la conscience qui fait le travail de faire passer une réalité multiple à une réalité unique. Et aujourd'hui, vous avez notre spécialiste du multivers, en fait. C'est le physicien français qui, très récemment, a étonné la communauté scientifique internationale, et notamment française, en montrant que la notion de multivers, c'était quelque chose qui concernait pas seulement l'échelle quantique des particules, mais que ça pouvait également concerner l'échelle cosmologique. C'est-à-dire que notre réalité est bel et bien une superposition de toutes les réalités classiques. Après, la question de savoir si toutes ces réalités, c'est-à-dire si toutes ces vies alternatives que j'aurais pu avoir sont vécues par d'autres librement ou pas, ça, les physiciens ne veulent pas rentrer là-dedans. Moi, simplement, je dis non. Non, on est dans un multivers de potentialités et nous allons vivre une seule de ces réalités parce que c'est la conscience qui est première et non pas la matière. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, lorsque je vous dis que l'espace, le temps et la matière n'existent pas, c'est que ça a une conséquence immédiate, c'est que c'est la conscience qui construit nos concepts de temps, d'espace et de matière. Et selon Thibaut Damour, qui conserve une vision déterministe de la physique,
mais qui donne, officiellement, mais qui donne sa véritable vision dans une bande dessinée dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle Le mystère du monde quantique, n'hésite pas à déclarer que la notion de réel est créée par l'esprit humain, et que donc c'est l'esprit humain, c'est-à-dire la conscience. L'esprit, la différence entre l'esprit et la conscience, c'est que la conscience, c'est l'information associée au fait d'être conscient, et c'est l'esprit qui définit la réalité et non l'inverse, et qu'on n'a pas le droit de dire qu'il existe une réalité en dehors de nous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la caverne qui se déplace. Je pourrais avoir, oui. Donc, la caverne qui se déplace, le temps qui n'existe pas, notre futur qui est déjà réalisé, conduit Thibaut d'Amour à proposer que la mort elle-même est une illusion. Parce que la physique est incapable d'expliquer ce curseur du temps qui fait que l'on existe. Et donc on ne peut pas attribuer à la matière ce phénomène qui est notre existence. Thibaut d'Amour, donc je vous conseille d'acheter, je ne l'ai pas ici, c'est pas à moi de la vendre. Je n'ai pas le même souci. Bon, on va y arriver. Voilà, donc dans cette bande dessinée, donc Thibaut d'Amour nous explique avec l'aide d'un dessinateur comment fonctionne la réalité quantique. C'est vraiment très intéressant. Mais il y a deux niveaux de lecture à sa bande dessinée. Il y a un niveau de lecture qui consiste à regarder uniquement les images couleurs. La première et la deuxième illustration couleur de son livre, c'est pour la première une illustration avec 6 papillons. 2 groupes de 3 papillons, un groupe en bas qui est près du sol et un groupe en haut qui est près du ciel, disposés en triangle. Et puis la deuxième illustration, c'est une illustration avec 3 serpents. Ensuite, on a quelque chose où il est clairement dit qu'on a 10 oscillateurs qui ressemblent en fait aux 10 dimensions de l'espace-temps. Et ensuite, on a un véhicule avec des variantes d'illustration dans sa bande dessinée. On voit toujours un véhicule en association avec 2 entités et en association avec une flamme qui représente l'esprit. Je vous laisse découvrir tout ça tout seul. Moi, je vais simplement dire, parce que je n'ai pas demandé à l'autorisation j'ai pas demandé à Thibaut d'Amour l'autorisation d'interpréter sa bande dessinée. Je vais simplement dire que les remarques que je fais sont des coïncidences, que c'est par hasard que donc il y a 6 papillons et non pas 7, qu'il y a ces 2 triangles, qu'il y a ces serpents, etc. C'est tout à fait par hasard. C'est ma responsabilité que d'interpréter des choses comme ça. Mais je vous incline à réfléchir sur cette bande dessinée. Et donc, pourquoi ça nous introduit ici? Parce que j'ai eu la visite chez moi de... C'est une façon de ne pas vous embêter avec les explications scientifiques de ça. J'ai eu la visite chez moi de 6 papillons, d'énormes papillons, cette année. Tout comme exactement dans les mêmes circonstances que Jung lorsqu'il a eu la visite d'un scarabée d'or. Je vous la fais courte, allez voir sur mon site web. Et donc, j'ai compris qu'il allait falloir que je travaille ces 6 papillons, parce qu'en fait, c'était une synchronicité en réponse à une demande. Mais là, pour l'instant, je vous explique simplement comment est-ce qu'on peut concevoir l'action de la conscience sur la réalité. Si la conscience est première, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur la conscience? On peut dire qu'elle a 3 dimensions, et en fait, elle a 3 centres. On peut la décomposer en 3 centres. La conscience, c'est l'espace. Bon, ça, je l'explique dans des précédentes conférences. La conscience, elle a 2 outils. Il y a un centre principal qui lui donne la conscience, qui correspond à son amplitude, et 2 outils qui sont le mental et l'émotionnel. D'accord? Donc la conscience a un centre énergétique, un centre mental et un centre émotionnel. Si vous vous amusez à représenter un espace en vibration, mathématiquement, vous pouvez décrire cet espace en vibration. En zone d'amplitude plus importante, c'est le centre énergétique. En zone, un réseau d'informations qui sont représentées,
qui interagissent avec les autres, les unes avec les autres spatialement, donc ça c'est le mental, et une information purement vibratoire, ça c'est l'émotionnel. Donc on parle de ça, et on dit que cette conscience, elle veut agir dans la matière. Oui, mais l'intention de l'esprit, qui est en fait l'amour, l'intention et l'amour, c'est deux faces de la même chose, veut faire un travail collectif dans la matière. Donc c'est-à-dire que toutes les consciences qui existent dans l'univers veulent créer une réalité. C'est comme ça qu'une réalité apparaît dans le multivers. Et comment est-ce qu'on fait pour concevoir ça de manière cybernétique? Eh bien, si on voulait simuler cette affaire-là, il faudrait créer un programme, et donc ce programme aurait besoin d'une interface. Si une conscience se retrouve dans la matière, ça veut dire que c'est la matière qui va déterminer son état, et donc elle ne sera pas libre, et à ce moment-là, on met le centre énergétique en bas, c'est le triangle en bleu. Par contre, au départ, la conscience, elle est énergétiquement libre, elle possède le libre arbitre, et donc son centre énergétique